C'est Herman, tiens. Pardon, merci. On peut y aller. Ok. Moi, c'est Herman Tiennebeau. Je suis ingénieur en énergie de formation orientée nucléaire. Je suis aujourd'hui spécialiste. Je fais aussi de l'enseignement dans le domaine nucléaire. Donc, je fais un peu des formations aussi sur le domaine nucléaire. Voilà à peu près mon parcours. Donc, aujourd'hui, nous allons Modeste, parler. hein. Oui. C'est très modeste, hein. Oui, bon, il n'y a pas grand, il y a pas grand-chose à dire sur ce qui concerne le thème d'aujourd'hui. Ça reste dans le domaine nucléaire. Voilà. Pas de problème. Merci beaucoup. Donc, on y va alors. Ok, on y va sur. Donc aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, donc les applications sur le nucléaire, donc notamment sur la fusion nucléaire. Donc il faut savoir que par rapport à mon activité dans le nucléaire, je travaille également avec, par exemple, des chercheurs du Centre des énergies alternatives et donc principalement ce qu'on appelle ici le CEA. Donc, c'est eux qui s'occupent de la partie. On a des chercheurs, donc ça arrive qu'on aille les voir et qu'on pose des questions. Par exemple, sur le nucléaire, ça arrive qu'on va voir dans leurs usines, donc faire des visites également pour savoir comment ils avancent et quels sont les progrès qu'ils font qui pourraient potentiellement nous intéresser. Donc, pour balayer rapidement sur la fusion et l'intelligence artificielle, je vais revenir rapidement sur la fusion et la fission nucléaire. Bon, j'ai fait une première conférence sur la fission nucléaire pour les personnes qui étaient présentes. Donc, je vais rappeler rapidement quelques principes pour différencier les deux, parce que souvent il y a la confusion entre les deux, donc quelques notions fondamentales. Et on va tout de suite aller sur l'avenir de l'atome, donc notamment sur la fusion nucléaire et comment l'intelligence artificielle intervient aujourd'hui au service de la production nucléaire, que ce soit la production nucléaire via la fission et la production nucléaire via la fusion pour les centrales nucléaires à venir. On va parler en dernier lieu d'un projet, notamment le projet ITER, qui est le plus grand projet avec plusieurs États qui collaborent sur le sujet pour les avancées sur la fusion nucléaire. Donc, sans plus tarder, je vais sur la première partie, sur la fission et sur la fusion nucléaire. Donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois ou pour ceux qui découvrent donc l'énergie de fission, là, je fais une comparaison entre l'atome d'uranium, donc l'élément naturel qu'on va chercher pour la fission nucléaire, c'est l'uranium qu'on retrouve à peu près partout, principalement en Afrique, ce sera en Namibie, en Afrique du Sud et au Niger. Donc, le Niger qui a l'une des plus grandes réserves mondiale d'uranium, donc un atome d'uranium fissile, donc qui va produire de l'énergie à peu près 200 millions d'électronvolts, ce qui correspond, quand vous faites une multiplication par 1,6 puissance 23 en joule, vous allez trouver l'énergie correspondante. Donc là, je compare par rapport à un atome de carbone en combustion qui produit juste 3 électronvolts, pour dire que l'énergie dégagée via la réaction pour un atome de carbone est beaucoup plus faible que sur l'uranium fissile, donc l'uranium 235 qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des centrales nucléaires, soit utilisé à l'état naturel, soit tout simplement enrichi pour limiter et pour rester dans l'utilisation pour la production d'énergie, parce qu'au-delà de 5%, on enrichit pour l'armement nucléaire. Donc, deux classes de réaction. Donc, la réaction de fission, donc, comme je disais, avec l'uranium 235 pour récupérer après de l'énergie, donc, dont on entend beaucoup plus parler sur les fragments qu'on récupère avec l'énergie calculée, avec la formule d'Albert Einstein qui date quand même de 1905. Donc, la deuxième classe d'énergie, c'est sur la fusion. Donc, on utilise des isotopes de l'hydrogène, donc le deutérium et le tritium, qui sont des dérivés de l'hydrogène, donc pour obtenir de l'hélium et du neutron avec une réaction exothermique. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que sur cette fusion-là, l'atome, en utilisant les dérivés, par exemple, de l'hydrogène, donc principalement, on va obtenir, par exemple, 4 millions fois supérieur d'énergie, donc l'énergie E qui est dégagée au niveau de la réaction, supérieure à une réaction qu'on fait avec la combustion du charbon, du pétrole ou du gaz. Et c'est 4 fois encore plus d'énergie qu'on obtient par rapport à l'énergie de fission. C'est ce qui fait aujourd'hui l'intérêt de s'intéresser vraiment à la fusion nucléaire et de développer pour pouvoir remplacer les centrales aujourd'hui sur la fission nucléaire, sachant qu'avec la fusion nucléaire, on ne produit pas de déchets, par exemple. Aujourd'hui, on a beaucoup de déchets à gérer liés à la fission nucléaire qu'il faut stocker.
pendant 100 000 ans, bon, par exemple, donc avec des projets de stockage sous terre, sous une couche argileuse, donc pour éviter les dégagements dans l'atmosphère. On n'aura pas, par exemple, cette problématique à gérer avec l'énergie de fission euh, et on aura encore plus d'énergie, donc on pourra produire des centrales de fission beaucoup plus puissantes que les centrales qu'on a aujourd'hui. On a du 900 MW, du 1250 MW, du 1650. Demain, on pourrait s'imaginer avoir un peu plus de 2000 MW jusqu'à 5000 MW par rapport aux recherches aujourd'hui. Mais pour le premier projet, on vise déjà à avoir 500 MW et plus tard, on sait qu'avec l'énergie de fusion, on peut avoir au-delà jusqu'à 5000 MW. Donc, qu'est-ce que le placement? Bon, je parle du placement parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la fusion nucléaire, c'est le placement, donc le quatrième état de la matière. Quatrième état de la matière, bon, les trois états de la matière qu'on a tous appris, on va dire, à l'école, c'est l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, l'état solide, on va retrouver des atomes un peu plus rigides. Sur l'état liquide, on va revenir un peu beaucoup plus avec une montée de température progressive, donc obtenir une forme liquide sous forme de récipient. Et sur l'état gazeux, plus on monte en température, donc on va obtenir de la vapeur tout en gardant bien sûr les éléments au niveau de l'atome indépendamment les uns des autres. Donc, sur le quatrième état de la matière, qui est le plasma, on va avoir une augmentation de la température assez significative, donc plusieurs millions de degrés. On compare à peu près à une température supérieure à la température de la surface du Soleil, sachant que la température de la surface du Soleil, on est sur 5500 degrés. Donc, on va avoir une séparation au niveau de l'atome, des noyaux d'électrons des noyaux et des électrons. Donc, les électrons vont en produire l'énergie, vont capter à peu près 20% de l'énergie. Les noyaux vont capter à peu près 80% de l'énergie. Et dans l'état, quand on arrive au niveau du plasma, c'est les 20% d'énergie qu'on utilise aujourd'hui pour faire toutes les recherches en fait sur la fusion nucléaire. Bon, l'état placement, le placement dans notre vie quotidienne aujourd'hui, en dehors de la fusion nucléaire, où est-ce qu'on le retrouve? Bon, pour créer le placement, il faut savoir, à l'état naturel, c'est au niveau des étoiles. Et maintenant, pour le produire de manière artificielle, donc au niveau de la Terre, donc c'est pouvoir justement avoir suffisamment pour séparer donc, le neutron et récupérer les 20% issus des électrons pour pouvoir produire de l'énergie. Donc, dans la vie quotidienne, c'est également sur les microélectroniques, donc tout ce qui est microélectronique, les écrans plats. Quand on a les tubes néons, c'est du plasma, c'est de la réaction avec le plasma qu'on produit de manière artificielle, mais destiné aux petits équipements aujourd'hui. Donc, le plasma aujourd'hui, ce qu'on essaie d'utiliser, c'est d'aller maintenant sur la partie utilisation pour une production d'énergie en grande quantité sans générer des déchets. Donc, un petit aperçu sur qu'est-ce que ça donne sur, en termes de puissance. Donc, comme je parle beaucoup plus de puissance, parce qu'il faut produire de l'énergie. Donc, la puissance de fission aujourd'hui, il faut faire la puissance de ce qu'on appelle les particules alpha, donc les électrons, et les particules neutrons. Donc, comme je disais, il y a 20% de l'énergie qui est au niveau des particules alpha. Donc, notamment, ce sont les noyaux d'hélium qui sont issus de la réaction que j'avais présentée tout à l'heure. Donc, ça va être la principale source d'énergie du plasma. Et sur les particules neutrons, donc sur la puissance des neutrons, c'est 80% de l'énergie qu'on n'arrive pas à récupérer parce qu'ils s'échappent rapidement et ils ont un changement assez rapide. Donc, ils s'échappent assez rapidement, donc on ne peut pas récupérer les 80%. Mais on peut produire via, par exemple, ce qu'on appelle des chambres à vide du tokamak, qu'on va parler plus tard, sur le tokamak pour pouvoir justement cette énergie perdue, donc qui va permettre dans la réaction de fusion de pouvoir produire et avoir le plus possible d'énergie. Donc en termes de bilan énergétique, donc, pour ceux qui sont mordus de physique, on va trouver le travail, la variation temporelle de l'énergie sur le temps. Donc on va faire la sommation de la puissance alpha, donc la puissance des particules alpha, et la puissance extérieure. Donc, la puissance extérieure, c'est la seconde source d'énergie qu'on va créer artificiellement, justement, pour freiner, parce qu'il y a de l'énergie perdue liée à la réaction. Et sachant qu'au niveau des neutrons, on perd quand même 80% de l'énergie. Donc, on essaie de réduire les pertes avec ce qu'on appelle la puissance extérieure. Donc, cette puissance extérieure elle va permettre, produite en généralement via
du chauffage un peu à peu près pour récupérer en fait l'énergie. Donc, ce qui va permettre de récupérer un peu plus de 20% quand même pour le placement. Donc, sur le bilan, donc, on rajouterait cette puissance extérieure là qu'on est capable de produire et on va soustraire avec les pertes. Donc, si vous avez la variation du plasma, donc l'énergie sur le temps, qui est supérieure à zéro, vous gagnez de l'énergie. Et si vous avez une variation inférieure à zéro, vous perdez de l'énergie. Là, on revient au principe simple de la thermodynamique, donc notamment sur le premier principe de la thermodynamique sur les calculs. Donc, maintenant, sur le second point, sur l'avenir de l'atome. Donc, l'avenir de l'atome, principalement, je commence par une définition simple de l'intelligence artificielle. Donc, les experts sur l'intelligence artificielle, s'il y en a, vous me corrigez, vous allez me corriger. Voilà, aujourd'hui, qui va nous intéresser, par exemple, nous, sur l'énergie nucléaire principalement, c'est sa capacité à faire des calculs assez complexes qu'on fait aujourd'hui via des programmations et qu'on n'a pas, on a le résultat, mais qui est difficilement interprétable. Et à chaque fois, il faut refaire la même chose pour résoudre les mêmes difficultés. Donc, ce qui va nous aider sur la partie nucléaire aujourd'hui et qu'on utilise sur les centrales à fission nucléaire, c'est par exemple sur les différents capteurs, les différentes données que nous, on récupère pour pouvoir assurer la maintenance sur un certain nombre d'équipements. Donc, c'est d'y associer, et on y associe aujourd'hui, par exemple, sur des micro-fissures sur les centrales, de telle sorte à ce que cette intelligence artificielle qui est capable de faire des calculs complexes puisse nous donner, nous transmettre assez régulièrement des données que nous pourrons interpréter et via l'apprentissage automatique de l'intelligence artificielle, que l'on puisse avoir les meilleures adaptations possibles pour enfin pouvoir avoir une meilleure exploitation, éviter les arrêts pour la maintenance ou sur les arrêts, on est assez précis sur les types d'interventions que nous allons faire pour remettre par exemple une centrale nucléaire en route, sachant qu'aujourd'hui sur les centrales nucléaires à fission, une centrale nucléaire qu'on arrête euh, pour de la maintenance complètement, si on doit la reprendre, il faut 4 semaines pour la redémarrer complètement, donc ce qui veut dire atteindre la pleine puissance. Donc si on est sur du 900 MW, il vous faut 4 semaines, donc un mois pour avoir la pleine puissance. Sachant qu'aujourd'hui, sur les centrales nucléaires, une centrale nucléaire que vous arrêtez aujourd'hui, c'est 1 million d'euros de perdu en termes de coût d'énergie que vous allez produire et remettre sur le réseau et vendre aux consommateurs. C'est 1 million d'euros de perdu. Donc, sur 4 semaines, vous en perdez 4 millions d'euros. Donc, plus vous faites d'arrêt, plus dans l'année, votre centrale n'est pas forcément rentable sur le long terme. Donc, l'intelligence artificielle va aider à optimiser justement la réduction de ces coûts de maintenance et de pouvoir avoir des unités qui produisent assez régulièrement. Alors, je fais un petit aparté quand même sur quelques applications de l'intelligence artificielle à la science nucléaire, notamment la médecine nucléaire. Donc, parce que la médecine nucléaire, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même une application donc, avec l'intelligence artificielle, notamment sur le traitement du cancer. Donc, pouvoir avoir des données précises sur la radiothérapie, par exemple, dont on a un chercheur qui est le plus, on va dire, le plus éminent ou le plus connu, on va dire, qui travaille beaucoup avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sur ses recherches, notamment sur le pour orienter les patients et avoir un traitement spécifique adapté à chaque patient. Et ça, il se base beaucoup sur l'analyse des données issues de l'intelligence artificielle pour adapter les traitements et ne pas avoir des traitements à peu près similaires à toutes les personnes, sachant qu'on a tous une anatomie différente. Donc, lui, il fait beaucoup plus de recherches et on collabore beaucoup plus avec lui, c'est un chercheur canadien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, l'Agence internationale de l'énergie atomique fait beaucoup d'actions aujourd'hui, même sur des groupes comme Orano en France. Il y a la partie, on a Oranomed, donc qui développe vraiment des solutions et qui associe l'intelligence artificielle pour la médecine nucléaire, notamment pour des traitements de maladies comme le cancer. Donc, l'application de l'intelligence artificielle sur la production d'énergie de fission, on y reviendra plus tard. Là, je vous présente juste quelques photos sur le Tokamak, qui est en fait l'un des projets sur lesquels qui est développé aujourd'hui. On en reviendra sur le projet ITER dont je parlais pour l'exemple de projet et sur d'autres projets dans le monde qui se développent pour la production d'énergie de fusion. Donc, il y a aussi sur la partie l'intelligence artificielle appliquée à la science nucléaire, les ressources mondiales en eau. Donc, quand on parle de la fusion nucléaire,
parle d'atomes dérivés, des isotopes dérivés de l'hydrogène. Donc, il y a des méthodes qu'on appelle des méthodes isotopiques qu'on utilise pour la recherche, en fait, sur les cours d'eau, donc aussi pour évaluer sur les changements climatiques, donc les augmentations de température. Par exemple, aujourd'hui en Afrique, il fait chaud, notamment au Burkina Faso. On estime que depuis 2000 jusqu'en 2020, en Afrique, en moyenne, la température a augmenté de 0,5 degrés. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on atteint les 45 degrés. Donc, où sont les cours d'eau? Donc, où est-ce qu'on peut les trouver? Il y a des applications donc, et l'Agence internationale de l'énergie atomique fait des recherches sur le sujet et on y associe l'intelligence artificielle pour éviter qu'il y ait, on va dire, d'ici à l'horizon 2030-2050, qu'on n'ait pas des problèmes sur les cours d'eau pour trouver des cours d'eau pour les villes ou les régions du monde avec l'urbanisation qui se développe. Donc, on y est sur l'exemple du projet ITER, donc le projet ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor. Donc, c'est le plus grand projet de recherche qui existe et qui associe de nombreux pays dans le monde, dont on va parler notamment du tokamak. Donc, le tokamak, c'est la machine vraiment qui ressemble, donc qui se retrouve là, en fait, et là. Donc, c'est vraiment la machine qui va produire l'énergie, donc qui ressemble à peu près à une centrale nucléaire classique avec le dôme où on a le cœur du réacteur. Par contre, on y va sur l'historique. Donc, l'historique sur le tokamak, c'est lancé depuis 1985. Donc, c'est déjà sur un sommet à Genève où plusieurs pays, dont les superpuissances, ont décidé de lancer un nouveau projet visant à développer une source d'énergie nouvelle plus propre, donc plus durable. Donc, on pensait déjà sur les changements climatiques, quels sont les moyens d'énergie qu'on allait développer en 1985 déjà. Et le projet ITER, vraiment, le site a été vraiment choisi un peu plus tard et la mise en œuvre a vraiment commencé en 2005. Donc, quand je parle de 1985, par exemple, si je vous dis qu'il y avait la Russie, ça fait penser à Mikhail Gorbatchev, donc, qui était au sommet, donc, voilà, et qui n'est plus voilà, ça, à l'époque sur les pays. Donc, sur les pays membres, on va retrouver donc, la Russie, principalement, les États-Unis, la Chine, l'Inde. Bon, l'Union européenne, ça fait plusieurs pays, mais voilà, l'Union européenne. Et vous avez également le Japon qui s'associe sur ce projet-là. Donc, si vous travaillez sur le projet, donc travailler sur le projet ITER, c'est travailler dans un projet un peu où vous avez plusieurs nationalités, plusieurs personnes sur le sujet. Donc, le tokamak, ce qu'il faut retenir, c'est que bon, ça ressemble vraiment à ce qu'on a sur la réaction de fission, donc le cœur, donc le bâtiment réacteur, il a la même forme, donc c'est en forme de beignet. C'est une masse d'à peu près 23 000 tonnes. C'est 10 fois plus chaud que le cœur du Soleil, donc 150 millions. Pour toutes les réactions qu'on fait, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est un peu plus. Et aujourd'hui, l'objectif avec le tokamak sur le projet ITER, c'est d'arriver à 500 mégawatts d'énergie de fusion. Alors, le terme tokamak, bon, j'ai mis ça tout en haut, en fait, le terme tokamak est issu de la recherche soviétique. Donc, les Russes ne sont pas. C'est vrai que les chercheurs russes, on entend moins parler, mais ils sont quand même bien placés sur le domaine scientifique. Donc, le tokamak, c'est issu de la recherche scientifique menée par deux chercheurs russes depuis les années 1960 déjà. Donc, quand on a lancé sur le 1985 sur l'idée d'avoir de l'énergie propre, on s'est associé donc à ces chercheurs russes-là pour pouvoir commencer à développer les modèles du tokamak qu'on va retrouver dans différents projets dont j'en parlerai un peu plus tard. Et donc, du coup, ça vient d'une expression russe, en fait, qui a été retraduite à peu près, on va dire, du français un peu de l'anglais pour donner le terme tokamak. Mais en Russie, en langage russe, c'est pas le tokamak. Donc, la Russie occupe une place importante dans ces réactions, dans cette recherche sur la fusion nucléaire, même s'ils sont discrets et qu'on n'entend pas trop parler d'eux. Aujourd'hui, le directeur général sur le projet ITER, c'est un russe, pour vous donner un peu le truc. Donc, le tokamak. Donc, le tokamak, je vous présente à peu près les différents composants du tokamak, donc, qui ressemblent. Donc, on a donc des aimants à l'intérieur qui vont permettre de générer ce qu'on appelle des supraconducteurs pour confiner en fait la réaction. Donc, l'équivalent sur les réacteurs nucléaires, c'est d'avoir sur le cœur du nucléaire. Sur le cœur, on a la cuve et à l'intérieur de la cuve, on a la réaction nucléaire. Et la cuve permet de contenir, par exemple, la réaction. Donc, au niveau de la fusion, on a des aimants qui vont permettre justement nécessaire pour confiner le plasma et de modéler ce qu'on appelle la chambre à vide. Donc, la chambre à vide qui est juste à côté, donc sur de la modélisation 3D. Donc, la chambre à vide qui va aussi servir
pour contenir la réaction de fusion, en s'associant bien sûr au champ magnétique créé par les aimants. Donc, on a ce qu'on appelle la couverture. Donc, la couverture qui va servir principalement pour la protection, donc, ça rassure. La protection sur tout ce qui est chambre à vide et tout ce qui est aimant. Donc, il y a une couche supplémentaire qui vient se rajouter. Et vous avez un autre élément, donc l'avant-dernier élément qu'on va trouver, un élément principal, le divertor, donc qui sera là pour beaucoup plus assurer l'extraction des effluents gazeux. Donc, au moment de la réaction, on a des effluents gazeux. Comment on draine ces impuretés-là? Donc, ils sont beaucoup plus bas et ils vont permettre de drainer tout ce qui est impureté vers l'extérieur. Et on termine avec le cristostat, en fait, qui est la couverture globale, en fait, du réacteur. Donc, on va dire sur l'équivalent sur le réacteur à fission, c'est à peu près le dôme qu'on a, donc en béton, qui protège en fait la cuve du réacteur. Donc là, il est appelé le cryostat, donc c'est lui qui couvre en fait tous les éléments principaux et les composants qui permettent de contenir la réaction et de la confiner à l'intérieur. Donc, sur une vue générale, une réaction de fusion, voici à peu près ce que ça donne. Bon, ce sont des simulations 3D, pas des simulations réelles. Alors, un autre projet qui est associé au projet ITER, qui est au Japon. Donc, le Japon qui fait partie également du projet ITER. Ils ont développé depuis 2007 un autre projet, eux, à leur niveau, en se basant sur le principe du tokamak. Mais aujourd'hui, associé à l'intelligence artificielle, ils sont ceux qui ont le plus avancé. Donc, l'intelligence artificielle qui va servir notamment sur les calculs des champs magnétiques, parce qu'on parle beaucoup de champs magnétiques, donc d'aimants. Donc, il y a énormément de calculs à faire. Et en général, l'intelligence artificielle va aider à accélérer dans ce genre de calculs. Et comme l'intelligence artificielle va permettre un modèle d'apprentissage rapide, donc à travers l'apprentissage, il va pouvoir permettre à la réaction de fusion de se produire en chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre la réaction aussi avec la fusion nucléaire et la réaction à fission, c'est que la fission, on peut l'avoir de manière continue tout simplement. Mais la fusion, le plasma, on doit maintenir la réaction constamment. Donc, pour maintenir la réaction constamment sur le champ magnétique, il faut pouvoir justement injecter en fait des données et qui permettent de relancer la réaction à chaque fois pour ne pas que le plasma s'arrête et qu'on n'ait plus de réaction, alors qu'on n'aura pas le même phénomène, par exemple, au niveau de la réaction à fission. La réaction à fission, on joue plus sur le contrôle. On a la réaction en permanence, mais on joue sur le contrôle de la réaction pour ne pas dépasser les limites et avoir une explosion, ce qui n'est pas le cas sur les réacteurs à fusion. Donc, les réacteurs à fusion, on a vraiment donc, ils ont développé en se basant sur leur expérience, parce qu'il y a des Japonais qui participent sur ITER, donc, qui est aujourd'hui opérationnel depuis décembre 2023. Ils ont fini, ils ont lancé et ils ont commencé à produire. Bon, je donne à peu près une idée de ce que ça leur a coûté. C'est 560 millions d'euros que ça leur a coûté pour la phase uniquement de la construction, sans compter la phase d'exploitation qu'ils ont démarré en 2023. Donc, jusqu'en 2020, c'était la construction. En 2023, c'était vraiment la phase d'exploitation. Ils sont plus avancés en termes en associant l'IA, ils sont allés plus vite sur les calculs. Donc, ils arrivent à maintenir plus constamment la réaction. Ils arrivent à produire de l'énergie jusqu'à 50 mégawatts aujourd'hui. Donc, ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui avec l'ITER, parce qu'on n'avait pas encore associé sur les calculs puissants l'ITER. On va demander à Dibende de couper son micro, je n'arrive pas à le faire. S'il vous plaît. Euh, donc voilà à peu Voilà. près sur un projet qu'on appelle le JT60S, qui est développé au Japon et qui a vraiment une belle avancée sur le sujet. Donc quand on va parler des réacteurs à fusion les plus avancés, bien que le projet ITER ait commencé un peu plus en avant, on parlera du réacteur JT60SA du Japon, qui a déjà des réactions et qui arrive à maintenir le plasma et à produire de l'énergie, donc jusqu'à 50 MW aujourd'hui.
Donc, la place maintenant de l'intelligence artificielle, comme bon, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est l'apprentissage, donc l'apprentissage automatique. Donc, sur le réacteur à fission, il est aujourd'hui associé, par exemple, les opérateurs qui pilotent un réacteur nucléaire. La formation est déduite sur les logiciels qui essaient de reproduire en fait le fonctionnement d'une centrale nucléaire pour leur apprendre à avoir les bons gestes. En y associant l'intelligence artificielle, on a développé ce qu'on appelle le jumeau numérique, donc ça permet de pouvoir recopier exactement ce qui se passe à l'intérieur du réacteur avec le comportement des capteurs et des données et de permettre à l'opérateur, durant sa formation, d'apprendre en fait les bons gestes et les données qui sont renvoyées par l'IA pour les interprétations. Parce que même s'il y a l'intelligence artificielle, il faut toujours la présence humaine, soit pour conforter ou pour revoir à peu près l'interprétation que l'IA lui transmet en fonction des données recueillies. Donc, on y associe beaucoup sur la formation aujourd'hui des opérateurs. Donc, de pouvoir avoir des réacteurs qui ressemblent vraiment aux réacteurs qu'ils pilotent. Parce que vu qu'il y a plusieurs types de réacteurs, aujourd'hui, on n'a ni associé pas lié à ce qu'on avait, on a un modèle générique de réacteur. Sachant que les opérateurs, ils ont 2 ans de formation. Et une fois qu'ils commencent à piloter, tous les 2 ans, ils doivent faire ce qu'on appelle du recyclage de la formation pour savoir si les bons gestes et les bons réflexes sur les opérations de pilotage du réacteur nucléaire. Maintenant, sur le Tokamak, comme je dis, notamment sur le projet JT60SA du Japon. Donc, ils arrivent aujourd'hui à maintenir le placement, à produire de l'énergie en continu jusqu'à 50 MW, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont le projet le plus avancé dont ITER va se servir pour avancer dans ses recherches. Et le projet JT60SA du Japon, il est déjà finalisé, le site est complètement construit. Par contre, le projet ITER, le site est continuellement en évolution. Donc, ils vont faire un retour d'expérience. Alors, sur l'intelligence artificielle, je pense que DeepMind, ça doit parler peut-être à certains d'entre vous, qui est une intelligence artificielle de Google, qui a servi, par exemple, aux États-Unis sur les différents startups aujourd'hui qui se sont lancés justement dans les réacteurs à fusion nucléaire, donc plus des petits réacteurs, comme on parle des SMR sur la fission. Donc, il y a des startups qui se sont lancés dans des petits réacteurs à fusion nucléaire. Donc, DeepMind, par exemple, a aidé un certain nombre de startups aux États-Unis sur justement l'interprétation des données, les calculs au niveau du bobinage, au niveau de l'aimant et le maintien de la réaction, donc le maintien de la réaction au niveau du placement sur les réacteurs à fusion. Donc, ce qui peut, par exemple, aujourd'hui, de proposer que d'ici à l'horizon 2030, d'avoir des premiers réacteurs à fusion nucléaire, donc qui vont produire à peu près entre 50 et 500 mégawatts, mais qui sont déjà commercialisables et qui sont déjà prêts à être installés dans différents pays. Donc, les différents startups qu'on va retrouver, c'est General Fusion, donc Commonwealth Fusion System, ça c'est beaucoup plus aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc en Angleterre, TRE, c'est pareil. Et pardon, Tokamak Energy aussi, c'est au Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, les investissements entre 2000 et 2020 ont accéléré sur la partie euh, avoir des sociétés ou des startups qui développent sur la fusion nucléaire et qui s'inspirent beaucoup de l'ITER et aussi du projet sur le Japon. Donc, en termes d'opportunités entrepreneuriales, c'est de pouvoir travailler, par exemple, avec des robots associés à l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, même sur la fission nucléaire, quand on recrute les ingénieurs, il peut y arriver qu'on recherche, par exemple, un ingénieur en électricité qui a des connaissances en intelligence artificielle ou qui a des connaissances en robotique. Donc, même pour quelqu'un qui veut faire une grande carrière professionnelle, euh, associé à sa formation, par rapport à sa formation de base, s'inscrire dans une formation sur l'intelligence artificielle pour apprendre, c'est bénéfique et ça c'est la personne quand on recrute. Et si vous êtes mordu de trucs où vous êtes vous avez la fibre entrepreneuriale, je vais dire, vous pouvez vous lancer dans les startups, notamment sur la robotique, en associant l'intelligence artificielle, sur le recueil des données et les interprétations des données. Donc ça sert beaucoup dans le nucléaire, parce qu'on cherche à réduire vraiment les temps d'arrêt pour les maintenances ou les données qu'on reçoit et qu'on a du mal à interpréter qui peuvent mener à des arrêts inopinés.
Donc, voici en quelque sorte résumé ce que j'avais à vous présenter sur la partie fusion nucléaire et les opportunités. Donc, je vais laisser un peu plus de place à la discussion, donc aux différentes questions. Ok, merci pour cette. Je ne sais pas si les uns et les autres ont pu suivre. J'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup d'informations en Oui. même temps. Euh, mais déjà, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Oui, Alban ou Drago. Non, levez la main ou écrivez en chat. Mais c'est bien si vous posez la question oralement pour que voilà, on puisse discuter et puis qu'il y ait un follow-up. Donc, je vous encourage énormément. Donc, Alban, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Merci à Monsieur Herman pour la présentation. Bon, moi j'ai beaucoup de questions, hein. Je sais pas si vous êtes confortable avec ça. En fait, je Oui. suis voilà, je suis un féru de physique. C'est vrai que je n'ai pas une formation en physique. Je suis data scientist, mais vraiment je m'intéresse beaucoup à la physique. Bon, je voulais juste comprendre à propos de la fusion. La fusion, vous avez dit que ça consiste à maintenir la réaction, bon, en tout cas une certaine réaction en continu. Donc, si on considère que l'énergie est libérée après la fusion, en tant que, est-ce que le projet de fusion nucléaire consiste à faire plusieurs fusions à la chaîne? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question. Parce que Oui, je si vois. Ok, d'accord, d'accord. Donc, si vous la comprenez, je pense que je vais Oui, juste mais vous allez-y, laisser. allez-y, détaillez, il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est, vu que en une seule fusion, bon, il y a deux particules qui s'entrechoquent et puis l'énergie est libérée. Donc, est-ce que le fait de maintenir la réaction, ça veut dire en fait qu'il faut faire plusieurs fusions à la chaîne pour que l'énergie soit constamment libérée? C'est un peu ça, si j'ai Mhm. bien compris. Oui. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est si on veut implémenter un projet de fusion nucléaire au Burkina, généralement, on parle de refroidissement. Est-ce qu'il y a des prérequis concernant le refroidissement? Parce que de ce que j'ai lu, c'est que Ah, ça s'est coupé. ça s'est coupé, vous ne m'entendez plus? Ouais. Là, c'est bon. Ok, d'accord. Donc je disais que il y avait la problématique du refroidissement. Certains utilisent la mer, d'autres utilisent la glace. Nous, en tant que pays sahélien, est-ce que on peut faire un projet de fusion nucléaire réaliste? Donc, je voulais votre avis par rapport à ça. Ça, c'est la deuxième question. Bon, je peux toujours continuer. Oui, oui, allez-y. Ok, d'accord, super. La troisième question, c'est à propos de la superposition quantique. Parce que j'ai suivi des vidéos de vulgarisation sur YouTube et tout ça, où on parlait de la superposition quantique. On dit qu'une particule peut avoir plusieurs états et que la mesure d'un état conditionne en fait le comportement de la particule. Bon, pour moi, c'est assez contre-intuitif et je n'ai toujours pas réussi à assimiler ce concept-là. Je voulais savoir, est-ce que l'intelligence artificielle peut démontrer une fois pour toutes que la superposition quantique n'est pas juste un concept, mais que c'est une réalité? Et si vous avez peut-être des ressources à partager dans ce sens-là, je suis preneur. OK. La, la quatrième question, c'est à propos de la dualité onde-corpuscule, Mhm. où on dit que le photon, il se comporte des fois comme une onde ou des fois comme comme un corps. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont, est-ce que ce sont toujours à l'étape de théorie ou est-ce que on a des preuves que le photon se comporte à la fois comme une onde et à la fois comme un corps? Bon, désolé, hein, voilà, ce sont des questions qui étaient dans ma tête depuis longtemps, mais bon, comme aujourd'hui j'ai quelqu'un du domaine, donc je profite de les poser. OK. Merci. Bon, allez, j'y vais sur la première question sur l'énergie libérée. En fait, sur la réaction de fusion, on a vraiment besoin de maintenir la réaction parce que, comme je disais, il y a les neutrons et il y a les électrons. On ne récupère que 20%.
Et sur les 20%, quand la réaction n'est pas maintenue, en fait, c'est comme si le plasma, il s'arrêtait. Donc, on a besoin d'avoir une réaction en continu. Et pour avoir la réaction en continu, c'est pour ça qu'on passe par les aimants, donc par le bobinage, qui nous permet en fait de générer un champ magnétique autour du plasma pour que l'énergie, en fait, puisse, on va dire, la réaction se renouvelle continuellement et qu'il n'y ait pas d'arrêt. Donc, l'énergie libérée, elle est importante, mais on a besoin d'avoir une réaction en chaîne de manière continue. Le problème, on ne l'a pas, par exemple, sur les réacteurs à fission nucléaire parce que la réaction, elle est en continu. Elle, il faut beaucoup plus savoir la maîtriser pour ne pas qu'elle déborde. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question ou pas. Oh oui, 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 c'est bon. Donc voilà. Bon, alors sur la fusion nucléaire au Burkina Faso, bon, que ce soit la fusion ou la fission nucléaire, on a besoin de refroidissement. Sur la fusion nucléaire, on a utilisé également de la glace, oui, pour le refroidissement. Par exemple, sur le projet ITER, à certains moments, parce qu'arrivé au niveau du quatrième état de la matière, on peut injecter de la glace, donc vraiment de la glace en format solide pour le refroidissement. Que ce soit la fusion ou la fission nucléaire, dans les pays sahéliens comme le Burkina Faso, moi je dirais qu'il faut trouver un cours d'eau assez important pour le refroidissement. Ça nous rassure qu'en cas de souci, on pourra refroidir, on pourra arrêter, on pourra maîtriser en fait la réaction qui se passe, qui se produit. Donc par exemple, des pays comme le Ghana qui ont démarré leur programme nucléaire depuis 2018, moi je n'aurais pas de souci parce qu'ils ont accès à la mer. Ils ont accès à la mer, donc potentiellement, ils vont placer leur centrale nucléaire quand ils auront fini à proximité, dans une ville à proximité forcément de la mer pour pouvoir justement pomper l'eau en quantité suffisante et ne pas avoir des problèmes de baisse de niveau du cours d'eau. Parce qu'aujourd'hui, même sur les centrales hydroélectricité, les barrages qu'on a construits, les barrages ne produisent pas toute l'année, tout simplement parce qu'il y a une baisse du cours d'eau. Donc, s'il y a une baisse du cours d'eau, la turbine hydraulique ne peut pas avoir la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir produire l'électricité, donc faire tourner la turbine, donc une turbine Kaplan, ou, voilà, suivant la technologie qu'on aura choisie sur le truc. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les barrages d'hydroélectricité, barrages Compiègne qu'on a, ils ne produisent pas toute l'année. Parce que justement, dans ces périodes de chaleur-là, normalement, euh, si, bon, la Sonabel n'a pas donné les informations, mais les barrages ne produisent pas parce qu'on a une baisse des cours d'eau, donc des barrages qui ne permettent pas de produire continuellement de l'énergie. Donc, moi, c'est où est-ce qu'on trouve le cours d'eau le plus important et qui a moins de fluctuations. C'est ce qui explique que dans les pays où il y a vraiment un programme électronucléaire qui utilise l'énergie nucléaire, on va retrouver que toutes les centrales sont implantées à proximité toujours de là où il y a un cours d'eau assez important avec des fluctuations, donc les variations sur le niveau qui ne sont pas très, très importantes. Après, c'est à voir où est-ce qu'on trouve ça au Burkina Faso. C'est une vraie question. Voilà. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui a été convenu. Bon, sur la précédente conférence, j'avais des questions pareilles, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a été convenu avec les Russes. Quel est le site qui a été déterminé comme le site potentiel pour construire la centrale Oui, nucléaire? oui. Donc, Bonjour, monsieur Yama. Oui, bonjour, comment ça va? Bien sûr. Oui, allez-y. Je pense que c'était une erreur. Quelqu'un qui a reçu un appel. ah, ok. D'accord. Donc, pour répondre, donc, voilà ce que je peux dire sur la deuxième question, sans avoir plus d'éléments. Alors, sur la troisième question, sur la superposition quantique. Donc, la superposition quantique, elle va notamment évoluer. Bon, en fait, il y a des réacteurs de recherche, par exemple, il y a le réacteur à fusion de démo, donc, sur lequel on parle beaucoup plus de la superposition quantique, qui est aussi développé à côté de l'ITER, mais ce n'est pas vraiment un projet qui a avancé, qui est à l'étape initiale, dont on va associer beaucoup plus justement l'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer cette partie avec la superposition quantique. Donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a réfléchi beaucoup parce que c'était un point de blocage. On va dire, il y avait des points de blocage avant l'intelligence artificielle, des points assez complexes pour les chercheurs, mais avec l'intelligence artificielle, on s'ouvre beaucoup plus de voies sur le sujet. Donc aujourd'hui, sur la superposition quantique de la matière, euh, pour avoir des conceptions beaucoup plus intuitives. On associe beaucoup plus l'intelligence artificielle. Il y a des projets
qui était, on va dire, qui était en stand-by, qui commence vraiment à se décanter, on y associe l'intelligence artificielle pour la superposition. Donc voilà, quantique. Après, bien sûr, j'ai quelques documents sur la superposition quantique que je pourrais partager avec vous, il n'y a pas de souci. Je laisserai mon adresse email et puis vous m'enverrez un mail, je vous renverrai ça. Alors, sur les photons, je n'ai pas beaucoup d'infos à savoir s'il y a un projet sur lequel on a associé l'intelligence artificielle pour justement statuer sur le sujet, si c'est une onde ou c'est un corps. Mais il faut que je regarde sur cette question-là. Mais je n'ai pas beaucoup d'infos aujourd'hui sur est-ce qu'il y a un projet sur lequel on a essayé d'y associer ou pas. Ok, merci. Euh, Monsieur Zio, vous avez une question? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Vous pouvez lever la main. Je pense que Alma Ouedraogo a lancé les hostilités, donc il n'y a pas de problème, vous ne serez pas le premier. Oui, HP, allez-y. HP Envy, je ne connais pas le nom, mais vous avez levé la main, allez-y. Euh, Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Merci à M. Tiendroboro. La question que je voulais poser, c'est comment on peut fabriquer ces glaces pour le refroidissement. Je vous ai dit que c'est une technique pour pouvoir refroidir. Comment on fait? Comment on procède? Merci. Alors, sur la glace, en fait, bon, sur la production de la glace qu'on a déjà utilisée sur le, attendez, je suis en train de mettre mon adresse, sur le placement. Alors, ce sont des fabrications, notamment, principalement en laboratoire. Donc, ce ne sont pas de la glace qu'on fabrique liée au truc, on va dire, avec nos réfrigérateurs. C'est transformé sur la glace spécifique fabriquée en laboratoire pour le placement. Il y a ce qu'on appelle les rayons glaçants qu'ils utilisent donc, en laboratoire pour fabriquer ces glaces-là dont on a besoin pour essayer d'arrêter bon, la réaction. Mais sachant qu'on utilise de l'eau, la glace est à l'état d'essai. Donc, à savoir si on peut produire ce froid-là pendant trop longtemps pour pouvoir refroidir et respecter la quantité dont on a besoin. Donc, mais par contre, on est arrivé à créer un laboratoire du froid qu'on peut utiliser au niveau du placement. Mais c'est vraiment des trucs en laboratoire, quoi. C'est pas de la glace fabriquée. Après, il y a le refroidissement aussi avec un placement chaud. Donc, on peut maintenir le plasma chaud. Donc, avec des limites sur la température, on injecte un peu de l'hélium qu'on va venir frapper. Bon, on dit de l'hélium frappé en or un peu. Tout ça sont des tests en laboratoire, donc avec des molécules de carbone et d'eau pour fabriquer un peu un plasma artificiel chaud qui permet de refroidir la réaction du plasma en cours. Si je reprends la question. Oui, oui, merci. Mais cette technique, on peut appliquer ça au Burkina. On peut Si on créer veut un... l'appliquer, on va devoir travailler avec les chercheurs qui ont l'habitude de faire justement le procédé. Ça va être de la collaboration scientifique, par exemple avec des chercheurs qui ont travaillé sur le projet ITER ou qui travaillent sur le projet du Japon, du GT60 SA, pour pouvoir savoir est-ce qu'on peut mettre un laboratoire en local pour fabriquer ces glaçons-là qu'on pourra utiliser pour le refroidissement du plasma. Après, il y a forcément des conditions de fonctionnement, de température. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Ou est-ce qu'il faudra le mettre dans une région où on est beaucoup moins soumis à des pics de chaleur? Par exemple, dans les régions de l'Ouest, où on est moins soumis à des pics de chaleur pour pouvoir adapter la production. Mais bon, ils n'ont pas aujourd'hui, comme sur le matériel, bon, sur le matériel ici, que ce soit le matériel électrique, en général, le matériel qu'on envoie en Afrique, on le qualifie de matériel tropicalisé, donc pour pouvoir supporter les hautes températures, mais qui souvent nécessitent par exemple de la ventilation. Donc, je suppose que pour ce type de laboratoire, on aura besoin quand même d'un environnement beaucoup plus refroidi. Merci bien, merci.
Ok, merci. Je pense que c'est Madame Tinto Oui. pour la question. Voilà. Oui, oui, Madame Tinto. Ok, ok, super. Euh, c'est bon? Une autre question? Peut-être ça serait bien si vous nous expliquez votre intérêt pour le refroidissement. Peut-être il y a quelque chose derrière. Si bien sûr vous avez envie, hein. Allô? C'est bon? Moi, Oui, allez-y. non, non, ça va. Ok. C'était par rapport à, c'est relatif à la question de Alba. Parce qu'au Ah, Burkina, si on n'a pas, actuellement, on n'a pas d'eau. Mais maintenant, si on peut peut-être appliquer cette formule, peut-être ça va nous aider pour pouvoir, si on a pu installer une centrale au Burkina, comment on peut faire pour le refroidissement? S'il y a un laboratoire qui va nous aider, ça va nous aider plus, à mon avis. ok. Ok, merci pour la contribution. Avant d'aller dans le chat, voilà, donc il y a Herman Tendebo qui a envoyé son adresse mail. Donc, vous pouvez continuer la discussion sur cet aspect-là avec lui, sans problème, je pense. Donc, D'accord. je vois, il y a des questions dans le chat, mais on va prioriser ceux qui sont en train de, ceux qui ont levé la main. Donc, il y a Armand Yikilap. Allez-y. Ouais. Merci pour la question. Euh, Moi, j'ai une question. En fait, je voyais en fait que il y a le développement de centrales nucléaires, des micro-réacteurs modulaires qu'on appelle les MMR et puis les AMR. Je ne sais pas si le Burkina, avec l'intérêt soudain que nous avons pour développer ce type de technologie pour répondre à nos problématiques énergétiques, ne devrait pas se tourner vers ce type de solution moins coûteuse, en fait. Quel est l'intérêt de ce type de réacteur, en fait, pour les pays africains? Alors aujourd'hui, on pourrait se tourner vers les SMR. Bon, les SMR sont toujours en cours de développement. Et aujourd'hui, les SMR à terme de puissance, on a jusqu'à 2 fois 170 mégawatts. Donc à peu près 340 mégawatts. Est-ce que c'est le type de besoin dont nous, on a en termes de déficit de production? Donc si on a un déficit de production, la Sonabel, on est supérieur à 400 mégawatts. Aujourd'hui, mettre deux SMR, par exemple, de 2 fois 170, c'est 340. On ne couvre pas déjà notre besoin. L'investissement, il est moins cher parce que l'avantage avec les SMR, c'est qu'on a besoin juste de tout concevoir, on va dire à peu près en usine, comme du matériel que vous ramenez, que vous déposez sur un site. Bon, il nous faudra là, par exemple, deux SMR pour pouvoir, bon, on va dire deux fois deux, donc quatre SMR pour pouvoir justement remplir ou satisfaire la demande et penser aussi aux évolutions. Là, on ne compte pas, par exemple, les usines en cours de développement. Donc, les SMR peuvent aider dans les pays, mais uniquement pour les consommateurs particuliers. Mais si on commence à associer les usines qui se développent, il faudra encore plus de puissance. C'est pour ça, dans l'intérêt du Burkina Faso, c'est d'aller sur une centrale qui est capable de produire, par exemple, un 900 mégawatts et après se déployer sur les SMR. Sachant que sur les SMR, aujourd'hui, il n'y a pas de SMR vraiment utilisé sur, on va dire, qui produit, qui alimente une ville. Ce sont des SMR qui sont produits en laboratoire et qui fournissent de l'énergie soit sur le site sur lequel ils sont installés. Et les startups ou les entreprises qui y sont, bon, ou les multinationales qui développent des startups à côté pour ce sujet, ils sont, promettent de pouvoir commercialiser à partir de 2030 des SMR qui vont être installés pour alimenter des consommateurs. Donc, est-ce qu'on attend 2030 pour commencer à voir est-ce qu'on est capable de s'approvisionner en un truc, d'avoir ces petits réacteurs-là? Et aujourd'hui, on n'a pas plus de 340 mégawatts. Donc, alors que bon, si on attend jusqu'en 2030, je suppose que la population de Burkina Faso augmente. On estime à peu près à 100 000. Par exemple, rien que sur Ouagadougou, l'augmentation par un. Donc, si on calcule jusqu'en 2030, ce sont des besoins de consommation.
sans compter les industries qui vont se développer avec les gens qui se lancent beaucoup plus dans l'entrepreneuriat et qui font de la transformation en local. Donc, moi, de mon avis, l'investissement, il est cher pour les centrales classiques, mais c'est de pouvoir investir dans les centrales classiques pour accélérer le développement rapidement avec les usines qui se construisent, notamment, et pour couvrir aussi les besoins des particuliers. Et après, se réorienter sur les petites centrales modulaires pour pouvoir avoir un peu plus de mobilité, surtout sur les zones éloignées. Ok, je ne sais pas si Armand est satisfait, mais on va continuer. Il y a Sogo. Allez-y, Sogo. Merci beaucoup. Bon, moi, ma question, c'est de savoir, bon, on sait tous que le Burkina Faso est en phase de faire l'expérience de l'énergie nucléaire. Donc, c'était de demander à M. Tiambo quels peuvent être les défis, n'est-ce pas, pour le Burkina Faso dans cette lancée et comment est-ce que l'intelligence artificielle là, peut contribuer en tout cas à pallier à certains de ces défis. Merci. Ok, merci pour la question. Le premier défi sur le Burkina Faso, que moi je trouve personnellement, c'est déjà sur le système de refroidissement. Comment on assure que sur la centrale qu'on va faire, on est capable d'avoir la quantité d'eau suffisante. Moi, je compare par rapport aux centrales hydroélectricité qui sont là depuis plus de 60 ans, sur lesquelles on n'arrive pas à avoir une exploitation à 100% sur une année. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un problème sur les centrales hydroélectricité. Donc, comment on arriverait à refroidir, par exemple, un réacteur de 900 MW qui veut 45 mètres cubes d'eau par heure? Donc, ça, c'est le grand défi. Je ne sais pas aujourd'hui comment la question a été traitée. Et le deuxième défi, c'est que pour développer un programme électronucléaire, que l'on soit avec les Russes, les Français ou les Américains, peu importe notre partenaire, euh, il y a trois critères sur lesquels on doit satisfaire. Et par exemple, aujourd'hui, moi j'ai vu des communications, on dit l'année prochaine, on va commencer à construire le programme nucléaire. Et c'est-à-dire que le Burkina Faso a plus de possibilités qu'un pays comme le Ghana qui a démarré depuis 2018 et qui aujourd'hui a franchi, on va dire, le premier étape, donc la stabilité économique, la stabilité politique et la stabilité sur la sécurité de l'exploitation et qu'on se rassure qu'ils ne vont pas faire un programme d'armement nucléaire derrière et qui ont bien avancé sur le sujet. Est-ce qu'on est plus, on a moins de défis que le Ghana, par exemple? Moi, c'est une question sur laquelle je me pose. Donc, voilà. Est-ce que, voilà. Après, bon, je trouve que les annonces vont quand même un peu trop vite. Même si le partenaire, c'est la Russie, c'est une technologie russe, on est quand même soumis tous à des conventions internationales. Donc, le Burkina Faso a signé sur l'Agence internationale de l'énergie atomique. On a signé la convention. La Russie a signé la convention. Donc, est-ce qu'on peut aller aussi vite qu'on le pense? Donc, bon, ça reste le second défi sur lequel je pense que ça va ralentir quand même le projet. Peut-être qu'on ne fera pas 7-10 ans avant de développer le nucléaire au Burkina Faso, mais cela resterait quand même que, il faut quand même un certain temps pour développer un programme électronucléaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions ou j'ai oublié un truc. Oui, Il y avait comment voilà. il y a cette partie. OK. Bon, sur la partie intelligence artificielle, nous, ce qu'on va bénéficier, c'est bénéficier du fait qu'aujourd'hui, mais que l'on va sur des réacteurs à fusion ou des réacteurs à fission, donc je pense sur des réacteurs à fission, on a déjà incorporé l'intelligence artificielle, par exemple, sur la formation des opérateurs. Donc, ça veut dire que les personnes qu'on va former sur l'exploitation ou sur le pilotage d'un réacteur nucléaire, ils seront beaucoup plus outillés. Ils seront beaucoup plus aptes, par exemple, sur des opérations à interpréter les données et puis à réagir. Donc, on aura des opérateurs beaucoup plus qualifiés que les opérateurs, bon, les anciens opérateurs qu'on a aujourd'hui, parce que même en France, ce ne sont pas dans toutes les centrales où les opérateurs ont bénéficié de cette formation. Donc, bon, moi je veux dire, on va sauter des étapes. Nous, on a l'avantage aujourd'hui de s'intéresser au nucléaire, c'est qu'on va sauter des étapes que les autres ont connues, que nous, on n'a pas connues. Donc, l'intelligence artificielle, donc, par exemple, le problème de micro-fissure qu'on a depuis 2-3 ans avec EDF, qui a fait que, bon, on a eu quand même quelques centrales qui se sont arrêtées. Donc, aujourd'hui, avec l'IA, on arrive à interpréter, à anticiper justement sur des problèmes de micro-fissures, parce que les micro-fissures, c'est
d'avoir de l'eau qui s'injecte un peu partout, de l'eau qui commence à se mélanger dans les différents circuits. Donc, on va éviter ces problématiques parce qu'il y a à travers les capteurs ou la robotique qu'on met en œuvre, va permettre d'avoir les données et d'anticiper sur ce type de problématiques-là. Donc, pour moi, l'IA associée aujourd'hui à ce qu'on est en train de faire sur les réacteurs à fission nucléaire, c'est bénéfique pour l'Afrique de s'y intéresser sur le développement de programmes électronucléaires parce qu'on va sauter beaucoup d'étapes et on va pouvoir avoir les dernières technologies qui nous permettront de mettre en œuvre et d'aller un peu plus rapidement. Mais est-ce que tous les pays sont capables de développer maintenant vraiment un programme électronucléaire? Par exemple, dans le cas de notre sous-région, est-ce que peut-être une association des différents pays pour créer des centrales nucléaires et se répartir l'énergie n'est pas plus bénéfique que chaque pays essaie de développer. Parce qu'on a l'uranium qui est au Niger. Donc, on a des pays côtiers. Donc, pourquoi pas ne pas associer les pays et puis faire un programme électronucléaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je dis, il faut dissocier les problèmes politiques des problèmes scientifiques. Donc, parce que aujourd'hui, on dit, on a, par exemple, sur la guerre en Ukraine, on dit on a un embargo sur la Russie, sachant que la Russie, quand même, il y a 20% des pays d'Europe qui travaillent avec la Russie dans le domaine nucléaire. Ils n'ont pas pour autant arrêté de travailler avec la Russie dans le domaine nucléaire, malgré la guerre, malgré qu'il y a l'embargo. Donc, nous, ce qu'on doit faire, bon, moi, je dis en Afrique, hein, c'est de savoir dissocier les problèmes problématiques des problèmes scientifiques. Parce que si on les mélange, les problèmes politiques avec les problèmes scientifiques, on va se retrouver sur un blocage. Donc, sur le nucléaire aujourd'hui, les pays qui sont sur la pointe de la technologie travaillent ensemble. L'ITER, ce sont les Russes qui y sont, il y a les Français qui y travaillent, malgré le fait qu'il y a des divergences politiques. Mais nous, j'ai l'impression que dans les décisions que je vois venir, on ne dissocie pas vraiment les problèmes scientifiques des problèmes politiques. Et ça peut être un point de blocage, par exemple, pour avancer et bénéficier, par exemple, du nucléaire aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Ok, merci Idrissa. Ok, bonjour à tous. Vraiment, on remercie notre conférencier de ce matin qui nous fait plonger sur la physique nucléaire. Donc, moi, je vais poser deux petites questions. La première question, j'arrive, j'avais formulé sur ma machine. Voilà. Comment la loi de Schrödinger est-il utilisée pour modéliser le comportement de particules nucléaires dans un noyau atomique? Je répète, comment la loi de Schrödinger est-elle utilisée pour modéliser le comportement des particules nucléaires dans un noyau atomique? La deuxième question que j'aimerais poser encore, voilà, quels sont les principaux défis techniques et environnementaux associés à la réalisation pratique de la fusion nucléaire pour la production d'énergie à grande échelle et comment les chercheurs travaillent-ils à les surmonter? Voilà, c'est mes deux questions. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, j'ai bien entendu. Alors, je vais commencer sur la seconde question. Alors, la seconde question, comment les chercheurs travaillent aujourd'hui? C'est pour ça, aujourd'hui, il y a plusieurs types de petits projets en dehors du projet ITER qui est basé en France et qui a plusieurs chercheurs de plusieurs pays. Donc, j'avais cité sur la présentation sur les pays qui collaborent. Et on a le projet que le Japon a développé en partenariat avec l'Union européenne, mais c'est le Japon qui l'a développé en majorité avec des chercheurs japonais pour justement la maîtrise de la réaction de fusion. Et il y a les petits startups que j'ai cités qui ont justement récupéré une partie de ce retour d'expérience-là, qui sont les startups qui sont soit aux États-Unis, soit au Royaume-Uni principalement, et qui commencent à pouvoir produire, en associant l'intelligence artificielle bien sûr, à pouvoir y réaliser des réactions à fusion nucléaire
pour produire jusqu'à 50 mégawatts, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc ça veut dire que le REX du Japon, tiré du REX bon, ce que j'appelle REX, le retour d'expérience de l'ITER, a permis quand même d'avancer. Donc l'ensemble des chercheurs qui ont contribué à ITER, il y a la plupart qui se sont retrouvés sur le projet du Japon. Parce que sur le projet du Japon, ce qu'il faut savoir, c'est que le tokamak tel qu'il a été construit, il a été construit par exemple en France avec des chercheurs russes, des chercheurs japonais et des chercheurs russes, par exemple, pour définir le besoin. C'est le site qui a été construit sur place avec des chercheurs japonais. Donc, sur la deuxième question, je ne sais pas si la réponse est, mais voilà, ils essaient quand même de travailler ensemble pour pouvoir avoir plus de puissance en termes de réaction. Mais aujourd'hui, on est jusqu'à 50 mégawatts, qui n'est pas mal. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à 500 et d'arriver au maximum qu'on peut avoir, donc les 5000 mégawatts de production. Mais déjà, ils annoncent qu'à partir de 2030, ils pourront déjà proposer des solutions ou des réacteurs prêts à être mobilisés pour atteindre déjà les 500 mégawatts de production. Ça n'atteint pas aujourd'hui une puissance d'un réacteur nucléaire. Sur le premier niveau, on va dire sur les premiers paliers de 900 mégawatts, mais c'est déjà des avancées. Et c'est surtout en misant sur la transition énergétique, ne pas avoir la partie sur la gestion des déchets. Donc, on n'a pas de déchets à gérer. Donc, ce qui permet d'éviter les arrêts et de produire de manière continue sur la production euh, d'énergie pour les industries et pour les habitations. Alors, sur la première question, donc sur le comportement euh, dans le noyau atomique en utilisant la méthode de Schrödinger. Alors, sur la méthode de Schrödinger aujourd'hui, sur les réactions, j'en connais pas beaucoup de chercheurs qui ont avancé sur cette méthode-là, sur l'utilisation de cette méthode, j'en connais pas beaucoup. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le sujet revient et que sur cette méthode, on essaie d'y associer, par exemple, différents types, parce que sur les réacteurs à fusion, on peut avoir plusieurs technologies. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on ramène cette méthode pour faire une technologie beaucoup plus poussée? Ça, j'ai pas l'info dessus. Voilà. Ok, donc merci encore. Alors, avant de revenir à Alban qui a encore levé la main, juste rapidement deux questions dans le chat. Chris qui demande, est-ce qu'il y a un système de conservation de cette énergie un peu comme celui du photovoltaïque ou c'est forcément de façon continue? Et il demande quel est l'impact sur l'environnement. Et puis après, il y a Ramde Raissa qui demande théoriquement, est-ce réalisable? Bon, je suppose qu'elle parle de la centrale nucléaire, je pense, hein, ou bien c'est la fusion, je ne sais pas. Ramde, si tu veux préciser, c'est ouvert. Donc, elle demande théoriquement, est-ce que c'est réalisable? Voilà. Avant, bien sûr, qu'on ne parte sur Alba. On n'a pas de système de conservation. Aujourd'hui, sur le stockage d'énergie, on n'a pas. Mais le stockage d'énergie, par exemple, on utilise beaucoup plus du bobinage pour la réaction du placement au niveau de la fusion. Et, On doit y couper. et sur le bobinage, par exemple, quand on fait les recherches au niveau du stockage d'énergie, il y a aussi les champs magnétiques qu'on crée justement pour faire du stockage d'énergie. Mais ce sont toujours des situations en cours de recherche. Donc aujourd'hui, si on doit faire un réacteur à fusion nucléaire, il faut savoir qu'on va produire en fonction de nos besoins, comme les réacteurs qu'on a. On n'a pas de système de stockage. Donc on a une production continue qu'on adapte en fonction de nos besoins. Et la fission aussi. Oui, la fusion aussi, c'est pareil, parce qu'en fait, sur la fusion, en fait, l'intérêt des opérateurs qu'on a, c'est de moduler justement la puissance produite. C'est de savoir ce qu'on appelle, un opérateur qui prend un service, il a ce qu'on appelle sa consigne de charge. C'est-à-dire, on va lui dire, durant telle plage horaire, sur ton réacteur de 900 mégawatts, il faut monter jusqu'à 500 mégawatts. Donc, tu modules ce qu'on appelle des grappes de contrôle jusqu'à 500 mégawatts et tu ne dépasses pas 500 mégawatts.
Et la consigne peut être à partir de 19h, vu qu'il y a la pointe et qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent à la maison, qui font des trucs. On va te dire que la consigne de telle centrale nucléaire, où il faut monter ton réacteur à 900 MW, donc il sait qu'il doit monter à pleine puissance parce qu'il n'y a pas de stockage. Et si on n'a pas besoin d'énergie, il y a les centrales, souvent on leur fait baisser jusqu'à peut-être 10 mégawatts, donc juste pour conserver les auxiliaires de la centrale et pas besoin d'injecter de l'énergie sur le réseau parce qu'on n'a pas de moyen de stockage. Mais le fait qu'il n'y ait pas de moyen de stockage, est-ce que c'est technique ou c'est parce que bon, il y a pas de, c'est impossible ou Non, c'est pas pourquoi? possible parce que sur le stockage aussi, on annonce de pouvoir avoir des éléments pour pouvoir stocker l'énergie, pas les batteries et des trucs, mais par exemple, il y a des projets associés à l'hydrogène pour permettre justement le stockage de l'énergie qu'on peut récupérer. Et on applique par exemple le nucléaire dans les laboratoires de recherche sur l'hydrogène, justement pour savoir si on produit ce qu'on peut récupérer en ayant un système de stockage bâti sur l'hydrogène pour récupérer l'énergie produite à partir du nucléaire. Ok, ok. Je ne sais pas si je réponds à ces questions à un monde, mais bon, voilà. Ouais, ouais. Ouais, donc, Christy, tu as des éléments en plus, mais en attendant, il dit l'impact sur l'environnement et réalisation théorique. L'impact sur l'environnement de la fusion ou de la fission? Parce que la fission, on dit on n'a pas d'impact sur l'environnement tant qu'on n'a pas de souci, mais dès qu'on a un souci, on aura un Ouais. impact conséquent sur l'environnement, quoi. Notamment sur les déchets, le fait d'enterrer les déchets, c'est pour limiter l'impact sur l'environnement, sur la radioactivité. Mhm. Ok, donc fusion, il n'y a pas d'impact Pas d'impact parce qu'on n'a pas de déchets, en fait. avec déchets. Mhm. Ok. Les réacteurs à fusion sont beaucoup plus plébiscités, liés justement à la transition énergétique et qu'il faut avoir des solutions assez propres. Mhm. 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 Ouais, Et la fusion est une solution propre. ouais. Ok, donc peut-être dernier, avant dans le chat, Raïssa n'a pas encore réagi, elle parle de théoriquement réalisable. Est-ce qu'il y a quelque chose de tout ce que tu as dit qui n'est pas théoriquement réalisable? Peut-être pour, pour un peu généraliser la question. Euh, Ce qui n'est pas théoriquement réalisable. Dans tout ce que tu as dit aujourd'hui qui, voilà, c'est pas possible. Je suppose au Burkina, par exemple. Ah, qui n'est pas possible au Burkina Faso. Bon, moi, je ne dirais pas que ce n'est pas possible, mais il faut que, on aura de grands défis à relever, en fait. Mhm. Moi, je ne suis pas dans l'impossible. C'est pas que c'est impossible, mais il y a des grands défis sur des grandes questions sur lesquelles il faudrait quand même qu'on se pose la question et qu'on n'attende pas que les problèmes arrivent avant de se poser la question. C'est ce que moi, je dirais. Donc, je pense qu'il y a une part quand même de réflexion sur les différents sujets qu'on pourrait faire au Burkina Faso. C'est pour ça que je parle, est-ce que peut-être c'est dans notre intérêt de nous associer à d'autres pays ou, bien sûr, en dissociant comme je dis, en dissociant toujours les problèmes politiques des problèmes scientifiques. Donc, Mhm. si on dissocie bien, moi, je ne vois pas d'inconvénient associé à d'autres pays, quoi. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, on dit on va le faire de manière indépendante. Indépendamment des autres pays, l'uranium, le plus simple, c'est pas d'aller chercher l'uranium en Russie ou je sais pas au Kazakhstan. Il faut chercher l'uranium au Niger. Mhm. Voilà. Et Ok, si je peux bénéficier de oui. la pourquoi pas. Donc, ça sera l'apport de ce que chaque pays peut apporter, quoi. Peut-être le Burkina Faso va apporter ce qu'il peut apporter, le Ghana va apporter ce qu'il peut apporter, le Niger va apporter son uranium. Donc, voilà, c'est. Mhm. Mhm. Je me permets peut-être parce que je vois que, bon, apparemment, je pense que c'est la deuxième fois, la dernière fois aussi, ça avait été préconisé et tu avais proposé qu'effectivement, c'est mieux si les pays se mettent ensemble. L'uranium se trouvant au Niger, je sais aussi qu'il y a le Mali qui a le Djoliba, le grand fleuve Niger, donc peut-être que ça peut aider côté refroidissement, je sais pas. Mais c'est vraiment une mutualisation qui peut aider. Et aussi, une autre chose que tu viens de mentionner, s'il n'y a pas de stockage, c'est-à-dire que si par exemple le Burkina tout seul le fait, il y aura potentiellement des surplus d'énergie de façon immédiate si jamais ça se réalise. Parce que je ne sais pas si
ça sera consommé de façon, voilà, s'il y a suffisamment, si l'économie est suffisamment développée pour consommer tout ça de façon immédiate. Mais alors que s'il y a les autres ensemble, peut-être que ça peut être intéressant. Est-ce que le commentaire est correct? Oui, 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 le commentaire, il est correct. Ouais. Bon, sachant qu'aujourd'hui, bon, sur les réserves, il y a le Mali, en fait. Il y a des réserves qui ont été découvertes en 2020, potentiel d'uranium au Mali. OK. Ça fait OK. partie, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais ça fait un peu partie des problèmes peut-être que connaît le Mali aussi. Il est Hmm. dans le sous-sol malien. Ouais. OK. Donc, Alban, on revient à toi. On a patienté, on revient à toi. Oui, vas-y, question. D'accord, merci. Une dernière question pour moi, c'est à propos de la supraconductivité. Monsieur Tenobogo a parlé de la supraconductivité pour maintenir le plasma. Donc, je me demandais, vu que pour obtenir la supraconductivité, il faut s'approcher du zéro absolu, donc est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà même du refroidissement, non seulement pour pouvoir faire de la fusion nucléaire, mais également pour prévenir les catastrophes? Donc, est-ce que c'est en entrée et en sortie également? Oui, c'est un entrée et un sortie tout simplement parce que sur, pour s'approcher du zéro absolu en entrée, là, il nous faut déjà commencer bon, on va dire sur la modélisation, à savoir ce qu'on va récupérer en sortie et quel est l'impact qu'on aura. Donc, pour pouvoir faire l'analyse sur ces différentes supraconductivités, bon, on va dire c'est à peu près un flou. Bon, j'aurais dû présenter un schéma qui montre à peu près comment est l'évolution du plasma justement sur la supraconductivité. Mais je vous enverrai ça. Je pense que vous m'avez demandé des trucs, je vous enverrai ça sur des schémas qui expliquent à peu près sur l'évolution du zéro absolu, en fait. OK, donc, encore une fois, hein, je rappelle, Edmond Tiendebourg a laissé son adresse mail. Vous pouvez l'envoyer des mails. Euh, Il a aussi son compte LinkedIn pour ceux qui, je pense qu'il est disponible, hein, il poste souvent. Donc, peut-être qu'il va confirmer si vous voulez Mhm. poser plus de questions. Voilà, je pense il est assez ouvert pour ça. Oui, il n'y a pas Non. de souci. OK, merci beaucoup. Peut-être on va essayer de tendre vers la fin maintenant. Une dernière question pour ou maintenant vous êtes satisfait. Moi j'avais juste une question au niveau des startups. Oui. Euh, euh, bon, c'est vrai qu'on parle de centrales nucléaires, réaliser des centrales nucléaires et tout, mais à part cela, est-ce qu'il y a une autre manière est-ce qu'il y a d'autres services, bien d'autres choses, autres choses qu'on peut essayer de développer pour contribuer même à l'industrie? Parce que de ce que je comprends, de ce que je vois, c'est pas une industrie où un pays peut maîtriser tout, toute la chaîne est dans un pays. Peut-être tu peux confirmer ou pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit ou un espace, un ensemble de compétences ou de services que peut-être on peut plus facilement développer au Burkina Faso pour en fait proposer voilà, aux autres pays. Aujourd'hui, c'est la Russie qui veut aider à mettre une centrale, mais peut-être que le Burkina peut avoir des services Mhm. que le Burkina peut proposer à la Russie ou à la France. Pas forcément mettre en place des centrales, mais quelque chose dans la chaîne de valeur qui peut être développé facilement. C'était un peu ma question. Ce qu'on pourrait proposer dans la chaîne de valeur aujourd'hui, bon, je dirais sur nos pays, on est beaucoup plus sur les ressources parce qu'on est déjà dans la chaîne de valeur. C'est vrai qu'au Burkina, bon, je ne sais pas si peut-être on aura un jour on va découvrir le l'uranium au Burkina, mais pour le moment, dans la chaîne de valeur, nous, ce qu'on apporte en fait sur la table, ce sont les ressources. Euh, Moi, j'aurais plus tendance à dire qu'il faudrait beaucoup plus inverser, au lieu que nous, on cherche à apporter, parce que bon, sans la matière première, il y a pas l'énergie nucléaire, c'est essayer de, justement, je pense que c'est ça le point de blocage, de refaire le schéma inverse, c'est-à-dire, vu que nous, on apporte la matière première et que c'est ce qui est utilisé, c'est de pouvoir refaire venir, en fait, les compétences. Donc, aujourd'hui, l'uranium, on récupère au Niger et la transformation, elle se fait en France. Bon.
pourquoi ne pas la transformer sur place et former justement dans les écoles de mines des ingénieurs africains pour le sujet. Et après, nous, on peut apporter de la valeur beaucoup plus dans la recherche en y apportant justement, nous, notre expertise de manière locale en fonction de ce qu'on utilise. Parce que là, toutes les compétences se déplacent en fait. Bon, vu que nous, on donne que la matière première, même si on a des ingénieurs qui travaillent dans les exploitations minières, mais le processus de transformation, on n'y participe pas du tout. On est complètement absent. Ok, donc si je comprends bien déjà, comme il y a un transfert de connaissances, c'est ça? Oui, Knowledge transfer. Et dans la recherche également, faire de la recherche à participer, c'est peut-être les deux aspects les oui, plus en vue. Ok. on puisse faire avoir l'unité de transformation juste sur place. Donc, ça va faire travailler des chercheurs que nous, on a des gens qui ont des doctorats, des physiciens, des trucs, qui pourront travailler sur place. Au lieu que eux, ils se déplacent et que, bon, on va dire, chacun essaie de construire son parcours pour arriver à rentrer dans un laboratoire international. Donc, le laboratoire, il est sur place, l'usine d'extraction, il est sur place. Donc, ça va nous permettre déjà d'avoir nos chercheurs qui ont plus de possibilités de travailler sur place. Et nous, maintenant, dans la contribution mondiale, c'est de pouvoir apporter justement notre retour d'expérience si on fait de la recherche et qu'aujourd'hui, on tend vers l'exploitation, donc c'est-à-dire mettre en place des centrales pour pouvoir entrer vraiment dans la chaîne, quoi. Ok. Ok. Merci beaucoup. J'essaie de regarder à nouveau. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, ok, ça va alors. Donc, mais on a déjà débordé le temps. Heureusement que la prochaine conférence, c'est à 12 heures. Mm. Donc, on va remercier Herman Tchendevo, peut-être lui donner le mot de la fin et puis le remercier pour qu'on puisse se préparer pour la prochaine conférence. Donc, Herman Tchendevo, mot de la fin. Merci à vous pour votre participation. Je vois que les gens s'intéressent sur le sujet et puis bon, les gens s'informent un peu sur le sujet, c'est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les différents sites sur la fusion nucléaire parce qu'il y en a pas mal qui donnent quand même des informations. Souvent, ce sont les informations, même pour les personnes qui découvrent, des informations assez simples pour la compréhension. Et bon, c'est toujours bien de se cultiver. Ça ouvre des portes, des perspectives sur l'avenir. Donc, même moi, aujourd'hui, je me forme un peu sur l'intelligence artificielle pour ajouter. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir. Donc, et merci à moi pour l'opportunité de pouvoir présenter, de partager le peu de connaissances que j'ai. Voilà, merci pour le temps accordé. Je suis sûr que ça ne sera pas la dernière, puisque c'est la deuxième fois. Je suis Ouais. sûr que voilà, il y aura d'autres, et peut-être que la prochaine fois, ce sera un peu plus pointu ou moins, je sais pas, mais au moins, Oui, c'est un deux peu fois. plus compliqué en présentiel. Ouais. Et Pardon? potentiellement en présentiel. Oui, je dis potentiellement en présentiel. Oui. Voilà, et potentiellement en présentiel. Voilà, ça sera en tout cas très intéressant en présentiel. Et voilà, au moins ces deux conférences, ça nous a donné une idée de l'intérêt, de comment on peut orienter les prochaines conférences dans ce domaine-là. Et aussi, ça peut te donner une idée aussi de, voilà, voilà, si tu dois faire, s'il y a des projets sur place, voilà, ça te donne vraiment une idée. Et voilà, donc s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire, la communauté, j'ai l'impression que c'est des gars très passionnés. Ils aiment apprendre et tout. Donc, on est vraiment disponible et on n'hésitera pas à te contacter à nouveau pour Ok, d'autres conférences. ok, ça Voilà. va. Voilà. Donc, sur ce, merci encore. Merci aux participants. Voilà, vous avez augmenté de 9 heures jusqu'à maintenant, vous avez augmenté en nombre. Donc, on vous encourage à rester connecté à 12 heures. C'est sur GeoAI, c'est la le géospatial appliqué à l'IA appliqué au géospatial. Ensuite, il y aura l'informatique quantique par Q Tunisia, une startup. Ça, c'est à 14 heures. Ensuite, 16 heures, c'est une conférence sur l'état actuel de la deep tech en Afrique et qu'est-ce qu'on peut faire pour voilà, participer. Donc, voici la suite. Ceux qui sont intéressés peuvent rester et ceux qui pensent qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées, invitez-les
et qu'on puisse voilà, discuter et puis voir ce qu'on peut faire pour contribuer. Merci.